parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo, je travaille dans une école primaire et donc j'ai les vacances en même temps que les enfants. Et ça, c'est génial. Pour ceux qui reprennent les cours, je vous souhaite une très bonne rentrée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour la lecture chuchotée du chapitre 6 de l'école du bien et du mal de Soman Shenani. Bien entendu, j'ai l'accord de l'auteur. Dans le chapitre 5, on avait assisté à l'accueil et on avait pu rencontrer de nouveaux personnages, notamment Castor et Pollux, qui sont, je ne sais pas vraiment comment décrire en fait, ils sont deux têtes de chien mais un même corps il me semble, et Pollux est gentil, tandis que son frère Castor est tout le contraire, il est complètement ravagé. Castor est assez, pour être poli on va dire que il râle tout le temps, alors que Pollux essaie quand même d'être assez calme, assez gentil. Mais Castor, lui, étant donné qu'il est du côté du mal, il a plus tendance à être autoritaire. Dans le chapitre 5, on avait pu constater que Agatha et Sophie n'étaient pas vraiment appréciées. Sophie n'est pas du tout appréciée dans l'école du mal et Agatha n'est pas du tout appréciée à l'école du bien. On avait fait aussi la rencontre de Tedros, qui n'est autre que le fils du roi Arthur et dont Sophie est tombée amoureuse. Tout du moins, elle a eu un coup de foudre. Sauf que Tedros a été assez surpris de constater que Sophie était à l'école du mal et que Agatha était à l'école du bien. Et notamment Béatrix s'est précipitée sur Tedros, ce qui a rendu Sophie jalouse. Et Sophie a dans l'idée d'avoir Tedros rien que pour elle, tandis qu'Agatha veut ramener Sophie avec elle à Gavaldon, dans leur ville d'origine. Et je suis désolée si t'entends mon chat miauler, mais quand je fais des vidéos, il aime bien miauler. C'est parti pour la lecture du chapitre 6. Chapitre 6. Foncièrement mauvaise. Le lendemain matin, 50 princesses se pressèrent au 4e étage, comme si c'était le jour de leurs noces. Pour la rentrée des classes, elles voulaient faire bonne impression auprès des professeurs, des garçons et de quiconque pourrait leur offrir un superbe conte de fées. Telles de jolis signes en chemise de nuit, elles circulaient. Entre les chambres se mettaient du gloss, se crêpaient les cheveux ou se polissaient les ongles, laissant derrière elles un sillage parfumé si puissant que les fées tombaient comme des mouches. Personne ne semblait pourtant prêt à s'habiller et, en effet, quand sonna l'heure du petit déjeuner, aucune fille n'avait enfilé son costume. De toute manière, ça fait grossir, se rassura Béatrix. Quelqu'un a vu ma culotte, cria Rina. Certainement pas Agatha qui, pour l'heure, dégringolait dans un conduit obscur en tentant de se rappeler le chemin du pont du milieu. Tour de l'honneur en direction de la tanière de Hansel et la ménagerie de Merlin. Après avoir atterri sur le haricot géant, elle longea la galerie du bien et retrouva la porte derrière les ours empaillés. Où était-ce, tour de l'honneur en direction de la chambre de Cendrillon? En tout cas, le hall majestueux, fourmillé de professeurs,
en tenue colorée qui bavardaient avant les cours. Des nymphes aux cheveux fluo en robe rose, voile blanc et gants de dentelle bleue servaient le thé, recouvraient les biscuits de glaçage et chassaient les fées des morceaux de sucre. Au fond, l'escalier estampillé honneur était éclairé de hauts vitraux. Comment Agatha parviendrait-elle à se faufiler jusque-là? Quelque chose lui chatouilla la jambe. Une souris grignotait son jupon. D'un coup de pied, l'adolescente la projeta vers un chat empaillé. Le petit rongeur hurla, puis s'aperçut que le matou était mort. Furieux, il regagna son trou. Même la vermine me déteste, soupira Agatha. Du bout des doigts, elle effleura la dentelle déchirée de son jupon. Elle n'aurait peut-être pas dû être si dure avec la souris. Quelques instants plus tard, une nymphe miniature fonça rejoindre l'escalier de l'honneur. Aveuglée par le long voile effiloché de cette dernière, Agatha trébucha dans une nymphe qui heurta une enseignante. « Sainte Marie, Mère de Dieu !» gémit Clarissa, tout aspergée de thé. Pendant que des collègues inquiets tapotaient sa robe, Agatha fila derrière l'escalier de la charité. « Ces nymphes sont de vraies girafes !» pesta Clarissa. Entre-temps, la jeune fille avait disparu dans la tour de l'honneur et trouvé son chemin jusqu'à la tanière de Hansel, elle du rez-de-chaussée, où les salles de classe étaient entièrement faites en bonbons. Il y avait une pièce en papillotes bleu pailleté et cristaux de sucre, dont l'éclat n'avait rien à envier aux mines de sel. Dans une autre salle en cube de guimauve, les chaises étaient en caramel blanc et les tables en pain d'épices. Il y en avait même une au mur tapissé de Suzette arc-en-ciel. Agatha se demanda comment l'endroit pouvait rester intact, puis elle remarqua une inscription en boule de gomme. « La tentation mène droit au mal. » Agatha en croqua la moitié avant de croiser deux professeurs qui, bien qu'intrigués, la laissèrent passer. Elle se sauva, non sans avoir volé une poignée de porte et un paillasson au caramel pour compléter son divin petit déjeuner. La veille, Agatha était tombée sur le toit par mégarde. Ce matin-là, elle apprécia ladite ménagerie de Merlin. Le lieu regorgeait de plantes, superbement taillées, retraçant la légende du roi Arthur. Chaque massif sculpté évoquait une scène de sa vie. Arthur arrachant l'épée de son rocher, Arthur et ses chevaliers à la table ronde, Arthur prêt à épouser Guenièvre. Agatha repensa au jeune arrogant du théâtre, le prétendu fils du roi Arthur. Comment pouvait-il ne pas se sentir écrasé? Comment résister à la comparaison? Au moins, c'était un beau garçon. Imaginons qu'il me ressemble, ricana-t-elle. Ses parents l'auraient abandonné bébé dans la forêt. La toute dernière statue végétale était celle où, devant un étang, le monarque recevait Excalibur des mains de la dame du lac. Agatha bondit exprès dans l'eau et franchit le portail secret qui menait au pont du milieu. Elle se hâta, les mains tendues devant elle, au cas où elle arriverait plus vite que prévu devant le mur invisible. Pourtant, lorsqu'elle pénétra dans la brume, elle embrassa le vide. La barrière a disparu. Agatha se mit à courir. Boum! Elle vacilla en arrière, hébétée de douleur. Apparemment, le rempart pouvait se déplacer à sa guise. Tout en évitant son reflet, elle effleura la surface dure et glacée. Soudain, deux personnes émergèrent de l'arche du mal. Agatha se figea. Elle n'avait pas le temps de regagner son école
J'en ai. Tu es trop moche pour en avoir. Le reflet parut attristé. Foncièrement mauvaise, souffla-t-il avant de s'évanouir. Agatha tendit la main pour toucher la barrière. Cette fois, elle la traversa. Le temps que la patrouille des fées débarque, le brouillard avait effacé ses traces. Dès qu'elle entra dans le hall du mal, Agatha se sentit à sa place. Accroupie derrière la statue d'une sorcière chauve, elle observa le plafond fissuré, les murs roussis, les escaliers tortueux, les couloirs sombres. Elle n'aurait pas fait mieux. Débarrassée des loups, elle étudia les portraits des anciens élèves qui tapissaient le couloir principal. Elle avait toujours trouvé les méchants plus intéressants que les héros. Ils étaient ambitieux, passionnés. C'était grâce à eux que l'intrigue existait. Loin de craindre la mort, ils s'endrapaient comme d'une armure. Tout en respirant à plein poumon les relents de cimetière de l'école, Agatha sentit son pouls s'emballer, car à l'image de n'importe quel méchant, la mort ne l'effrayait pas. Elle lui donnait plutôt l'impression d'être en vie. Tout à coup, un brouhaha de conversation. Elle se tapit derrière un mur. Un loup escortait des filles dans l'escalier du vice. Agatha discerna les mots sous-fifre, malédiction et enlaidissement. Comment pouvait-elle devenir encore plus laide? Elle rougit de honte. À observer le cortège d'élèves à la peau cireuse et au visage répugnant, elle comprit qu'elle y avait bien sa place.
jamais plus. Alors que les toujours rêvaient de grand amour et de bonheur, les jamais cherchaient un monde de solitude et de pouvoir. Assaillie de visions sinistres, Agatha prit durement conscience de la vérité. Je suis une jamais. Sophie était une toujours. À l'école du bien et du mal, elle ne pouvait pas rester amie. L'ombre d'un museau surgit, puis deux, puis trois. Au moment où les loups attaquèrent, Agatha leur envoya les lianes épineuses de Vera à la gueule. Ils trébuchèrent en arrière, ce qui lui donna le temps de courir vers la porte. Hors d'haleine, elle gravit l'escalier jusqu'au premier étage du hall de la méchanceté, où elle chercha le nom de Sophie sur les plaques des dortoirs. Vex et Bronn, Hort et Ravant, Flint et Titan, l'étage des garçons. Elle prit l'escalier de service et déboucha dans un grenier, où trônaient des bocaux crasseux, remplis de doigts de grenouille, de pattes de lézard ou de langue de chien. Sa mère avait raison. Qui savait depuis quand il croupissait? Un loup bava bruyamment dans l'escalier. Agatha sortit par la lucarne et se cramponna à la gouttière. Le ciel chargé de nuages noirs vibrait au rythme du tonnerre, tandis que, de l'autre côté du lac, les tours du bien étincelaient au soleil. Sa robe, trempée par l'orage, Agatha laissa son regard courir le long de la canalisation tordue, d'où l'eau se déversait par la bouche de 3 gargouilles. C'était son unique espoir. Elle se réfugia à l'intérieur de la gouttière et tendit le cou, consciente que le loup blanc arrivait. Raté, l'animal l'observa par la vitre, ses grosses pattes poilues croisées sur sa veste rouge. Il y a pire que les loups, tu sais. Et, surprise, il tourna les talons. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait être pire que... La première gargouille bâilla et déploya ses ailes de dragon. La deuxième, qui avait une tête de serpent et un corps de lion, s'étira avec fracas. La troisième, enfin, énorme, constituée d'une tête de démon à cornes, d'un torse humain et d'une queue hérissée de piquants, ouvrit des ailes plus larges que la tour. Agatha blêmit. Les gargouilles, qu'avait dit Castor au sujet des gargouilles? Devant leurs méchants yeux rouges, la mémoire lui revint. Elles ont ordre de tirer à vue. Dès qu'elles bondirent de leur perchoir, la gouttière céda et Agatha fut précipitée dans l'eau. Ballottée dans tous les sens, elle vit 2 gargouilles fondre sur elle et se réfugia de justesse à l'intérieur du conduit. La troisième bestiole, le démon à cornes, s'éleva très haut dans le ciel et cracha du feu. La boule enflammée perfora le métal et la jeune fille se rattrapa à l'instant où elle allait basculer dans le vide. Une force prodigieuse la poussa par derrière, puis la gargouille à ailes de dragon saisit son mollet entre ses griffes acérées et reprit de l'altitude. « Je suis une élève, regardez-moi bien, je suis une jamais !» La statue redescendit et l'observa d'un air dubitatif. Mais, très vite, elle la saisit à la gorge, preuve qu'elle ne la croyait pas. Agatha coinça son pied dans le cratère calciné, ce qui projeta un puissant jet d'eau dans l'œil du monstre. Ce dernier, aveuglé, agita ses pattes griffus, puis dégringola dans le trou et se fracassa une aile sur le balcon. Cramponnée à la rambarde, Agatha ressentit une douleur atroce à la jambe. Derrière les trombes d'eau, un autre adversaire surgissait déjà. Avec un braillement strident, la gargouille à tête de serpent la fit décoller de terre. Au moment d'être dévorée toute crue, Agatha lui flanqua
Agatha la dévisagea en silence. Bien sûr, il faut d'abord échanger nos vêtements. Tu n'iras pas en cours, ma chérie, s'empourpra Agatha. On va plutôt voir le grand maître avant de se retrouver coincé ici pour toujours. Ne sois pas stupide. On ne s'introduit pas par effraction dans une tour en plein jour. Si tu préfères rentrer, donne-moi ton uniforme, histoire que je ne rate aucun cours. Ça suffit. Maintenant, écoute. Tu seras comme un poisson dans l'eau ici. Devant le sourire de Sophie, Agatha se calma aussitôt. Parce que je suis laide. Regarde, tu aimes les trucs sinistres, la souffrance, le malheur et les trucs brûlés. Ici, tu vas t'éclater. On est d'accord, confirma Esther. Toi, tu viens habiter avec nous. Et elle se noie dans le lac, compléta Dot, qui en voulait toujours à Sophie de s'être moquée d'elle au théâtre. Dès qu'on t'a vu, on t'a trouvé sympa, roucoula Anadil, pendant que Serra léchait les pieds d'Agatha. Tu fais partie des nôtres. Cernée par l'horrible trio, Agatha eut le vertige. Avait-elle vraiment envie d'être ses amie? Sophie avait-elle raison? Devenir méchante de conte de fées la rendrait-elle heureuse? Son estomac se noua. Elle refusait de basculer dans le mal. Pas si Sophie restait du côté du bien. Elle devait quitter cet endroit avant qu'il ne les sépare définitivement. Je ne te laisserai pas là, Sophie. Personne ne te le demande. On veut juste des fringues. Non, on n'échange rien. Ni uniforme, ni chambre, ni école. On rentre à la maison. Là-bas, on pourra être amis, dans le même camp. Ni bien, ni mal. On sera heureuse pour tous. Sans crier gare, Sophie et Esther la saisirent à bras le corps. Dot et Anadil lui arrachèrent sa robe rose, et les 4 filles lui enfilèrent la noire. Adieu le mal, bonjour l'amour, exulta Sophie. Agatha contempla l'infecte tunique noire, qui lui ressemblait tant. Tout rentre dans l'ordre, soupira Esther. Franchement, j'ignore comment tu as pu être copine avec cette traîne. Reviens, donna Agatha en pourchassant Sophie dehors, choquée par la présence d'une toujours en rose parmi eux. Les Chamets la frappèrent avec des livres, des sacs, des chaussures. Non, elle fait partie des nôtres. Tout le monde se tourna vers Horte, y compris Sophie, stupéfaite. Il pointa l'index vers Agatha en noir. C'est elle, la gentille. Poussant un cri de guerre, les Chamets coururent s'en prendre à l'intruse. Sophie en profita pour s'enfuir par l'escalier. À l'aide de quelques coups de pied bien placés, Agatha dispersa ses assaillants et glissa le long de la rampe afin de lui barrer la route. Elle la poursuivit dans un couloir étroit, prête à l'attraper par son col rose. Sophie disparut à un angle, gravit quelques marches en colimaçon et s'éloigna. Agatha la vit franchir comme par magie un mur